On va passer à une étape d'après dans la chaîne alimentaire sur la transformation des produits. Donc c'est Gilles Tristram, qui est directeur général de groupe Hightech, qui va nous présenter ça. Ça marche là. Voilà. Quand j'ai accepté de faire la préparation, je me suis dit ouais, c'est assez facile. Et puis finalement, c'est extrêmement compliqué comme sujet. Mais il y a un mot qui fait relais, je pense, avec l'exposé précédent, c'est la notion de diversité. On va parler de tout ce qui est le food processing et les industries alimentaires ou la transformation, et vous allez voir le cadrage. Et il y a une colossale diversité de ce que sont les produits transformés et de la nature des impacts que ces produits transformés peuvent avoir. Alors pour commencer, donc je vais traiter 4 points. Regarder un peu plus large ce que les systèmes alimentaires ont comme impact. Qu'est-ce qu'on sait sur la manière dont ces systèmes de transformation peuvent impacter des indicateurs de changement climatique, et puis qu'est-ce qu'il y a comme étude ou comme voie pour essayer de traiter la question avec plein de facteurs d'échelle que je vais balayer. Alors, moi j'ai une définition des systèmes alimentaires durables qui est en 4 aspects. Par rapport à l'exposé tout à l'heure de Nicole qui a insisté beaucoup sur la dimension nutrition, pour moi il y a des fonctions à traiter. Alors il y a plein de manières de les présenter. Moi j'aime bien celle qui dit préférence acceptance need, dans lequel il y a la nutrition mais il y a tout le reste. Il y a la capacité à conserver les produits et à les consommer de manière retardée. Il y a la capacité à les rendre digestibles. Il y a la capacité à en faire des produits qui vont avoir sensoriellement un certain nombre de propriétés. Et puis des propriétés simplement d'usage, capacité à le couper, capacité à le préparer quand ça rentre dans une diète, etc. Il y a évidemment des impacts. Il y a toute la question de l'accès, et l'impact de toute la fin de chaîne sur l'accès aux produits est extrêmement importante. C'est la conservation, c'est la logistique. Au passage, j'ai mis tout ce qui est lié à la connaissance de l'usage des produits, qui est aussi une dimension importante. On se rend compte dans beaucoup d'études en ce moment qu'il y a une déperdition de la manière dont les produits sont utilisés ou étaient utilisés pour construire le repas qu'on va consommer, et que derrière ça, il y a beaucoup d'inconnus sur la nature d'impact. Et puis, il y a une question de richesse, de valeur ajoutée. Je ne sais jamais exactement quel mot il faut utiliser, mais en tout cas, le fait qu'il y ait une proportion importante de tous ceux qui travaillent dans l'agriculture ou la pêche, et qui sont en fait dans la population de ceux qui souffrent de la faim et de toutes les questions liées à la nutrition, c'est pas négligeable. Alors, qu'est-ce qui impacte là-dedans? Au niveau de la création des fonctions qui composent l'aliment et qui font l'aliment fini qu'on va ingérer, il y a évidemment la question de l'utilisation de l'eau et de l'énergie, donc je vais y revenir dans l'exposé. La question de l'accès, je l'ai dit, c'est très lié forcément à la logistique et à tout le transport des produits et à la conservation, donc c'est vraiment les points clés. Je ne traiterai pas les questions de valeur ajoutée. Et puis sur les impacts, ils ont été donnés ce matin. J'ai mis ici quelques-uns des chiffres pour lesquels on va le voir dans la suite, puisque je vais balayer un certain nombre de données et de chiffres. En fait, il y a beaucoup de variétés et de variabilité dans les chiffres qui sont publiés. On trouve des valeurs d'impact, selon la référence qu'on va prendre, qui peuvent changer au moins de 30%. Un peu moins pour l'énergie, un peu moins pour les gaz à effet de serre, mais pour l'eau et la nature des impacts de l'eau et de la transformation des aliments sur l'eau est quelque chose qui reste encore assez mal documenté. La diversité étant un point clé derrière, puisque selon ce dont on va parler comme filière produit, on n'a pas les mêmes types d'impacts. Donc un chiffre de 40% d'empreinte écologique, elle ne dit rien en tant que telle sur les questions de transformation. Et puis ensuite, les localisations sont aussi importantes. On n'a pas les mêmes natures d'impact selon les lieux où on va se trouver et la façon dont on fonctionne. Alors, tout ce qui est la transformation des aliments, en le faisant hyper simplifié, ramener tout à un seul rectangle, il y a des pertes, il y a de l'énergie, il y a de la matière première, il y a de l'eau, il y a un usage nécessaire d'énergie incontournable, qui est rendre digestible, préserver, voilà, il y a une quantité d'énergie obligatoire, et puis ensuite il y a des pertes d'énergie. Et vous verrez, finalement, on n'est pas si forcément mieux qu'on ne savait le faire. Au fur et à mesure, on augmente aussi la quantité produite, puisqu'il y a un rapport, augmentation du nombre de consommateurs, donc on produit plus.
Et on pourrait se dire, si on produit plus, on peut produire mieux avec moins d'impact, et c'est pas toujours vrai. Selon l'énergie nécessaire et utilisée pour le produit, on n'a pas tout à fait les mêmes choses non plus. J'ai mis 3 types d'énergie pour montrer qu'il y a des différences. Quand vous voulez enlever de l'eau d'un produit, il faut d'abord faire migrer l'eau de l'intérieur du produit vers la surface. C'est une consommation d'énergie importante, et ensuite il faut changer d'état cette eau, il faut l'enlever. Et c'est pas du tout la même chose si vous voulez manipuler des réactions qui vont générer du goût, de la couleur, qui vont transformer un certain nombre de molécules et en faire des molécules d'intérêt, ou au contraire des molécules qui n'ont pas d'intérêt, qui peuvent être néfastes pour des questions de santé, toxico, etc., et donc il faudra se prémunir. Et puis il y a la question de du transport qui est important. Alors ça, je vais le sauter. Pardon. Autre élément de diversité, quand on parle de la transformation, soit à l'échelle industrielle, soit à l'échelle domestique, soit à l'échelle de la restauration, il y a une multitude d'opérations qui sont utilisées. Alors, j'en ai mis quelques-unes ici, c'est pas du tout exhaustif, vous avez les types de produits sur la colonne de droite, vous voyez qu'on met en forme, on sépare, on assemble, on transporte, on transforme, et à l'intérieur de chacune de ces grandes fonctions, on a des tas d'opérations unitaires extrêmement différentes, et chacune de ces opérations va avoir une nature d'impact qui est différente. Donc je n'ai pas la prétention de dire dans l'exposé l'impact de chacune de ces opérations et la manière dont on peut les contrôler. Globalement, les industries alimentaires, vous les avez sur la partie gauche. Alors il y a plein de sources qui vont traiter de la question énergétique, de la question de l'eau, de la question des gaz à effet de serre, et je vais me limiter à ces 3 types d'impact-là. Ce qui est intéressant, c'est de le comparer à d'autres... Là, on parle que de la transformation. De le comparer à d'autres secteurs, et on voit qu'il y a une position qui est, on va dire, intermédiaire. Et en même temps, je me souviens, une quinzaine d'années, une conférence sur l'énergie au Canada, où l'énergie utilisée pour la transformation des produits céréaliers au Canada représentait le quart, pour le Québec, pardon, le quart de la consommation énergétique industrielle. Voilà, donc ça peut être quelque chose de considérable pour une seule famille de produits. Quand on projette les industries alimentaires à côté d'autres secteurs industriels, donc c'est la partie en rose qui est entourée, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a une augmentation de la production ces dernières années à 12%, en fait les émissions, la consommation en énergie, elle a augmenté de 16%. Donc après, vous pouvez vous dire que, on n'a pas forcément bien travaillé comme il faudrait, mais c'est global tout ce qui est food industry, donc ça couvre des situations extrêmement diverses. Et deuxièmement, la place de l'industrie alimentaire par rapport aux autres secteurs en termes de consommation, elle est quand même dans la partie qui est haute. Le petit tableau que vous avez à côté, c'est une répartition pour un produit alimentaire fini des différentes contributions. Là aussi, il y a un certain nombre de publications qui reprennent ça. On est toujours à peu près autour des mêmes chiffres, on y reviendra tout à l'heure, qui disent quelles sont les étapes de ce qui constitue l'aliment consommé en termes de contribution et de consommation énergétique. Le point à souligner, c'est que la partie domestique, elle est très significative, c'est-à-dire le tout à fait fin de l'usage du produit, c'est une dimension importante de la consommation et donc de l'impact. L'autre élément clé de l'impact, c'est la chaîne du froid et la conservation. Donc là, vous avez quelques chiffres issus d'une compilation dans un programme européen récent, avec notamment le nombre de réfrigérateurs et le fait que passer par une étape du froid, c'est vrai pour à peu près tous les produits alimentaires, notamment dans la chaîne industrielle. Et c'est 8% de la consommation énergétique électrique qui est autour de la chaîne du froid. Et on va y revenir pour la question des gaz à effet de serre. L'eau, on a une collection de résultats également. Alors je vais peut-être passer tout de suite à cela. Quand on regarde les chiffres qui sont sur l'eau, il y a des variations au moins de 30% selon les différentes sources, sachant que, on le verra sur la diapo d'après, je crois, il y a une notion d'eau virtuelle, d'eau réelle utilisée, et je vais focaliser tout à l'heure sur la question industrielle, mais vous avez ici des quantités d'eau utilisées pour faire un élément consommé de produits alimentaires, qui sont évidemment importantes, sachant qu'une partie de cette eau, elle repart dans le système agricole, puisqu'elle sert à produire la ressource, et qu'une autre partie va être utilisée pour la transformation. Donc là, vous avez la place des industries alimentaires, un peu en symétrie avec ce qu'on avait sur l'énergie.
Donc vous voyez que l'industrie alimentaire en consommation et en besoin d'eau, c'est considérable. Mais la nature du besoin d'eau ne donne pas les mêmes réponses en termes de qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire. Et la question qui est associée, c'est que l'eau qui est rejetée va avoir une charge biologique qui, selon les situations, est plus ou moins importante. Et donc vous avez ici le fait qu'on a besoin d'eau, donc il y a 4 grands types de produits, hein, boissons, viande, légumes, produits laitiers. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin ou qu'est-ce qu'on va ajouter comme eau? La première ligne, c'est le produit fini, donc ce qui peut nous intéresser, c'est tout ce qui sert à nettoyer, l'eau utilité, l'eau dite de process, et puis d'autres situations qui sont pas vraiment de l'eau qu'on trouve dans l'aliment à la fin, mais qui sont nécessaires ou qui sont utilisées pour faire la transformation à l'échelle industrielle, mais on a la même chose à l'échelle de restauration hors domicile et la restauration domestique. Et derrière, il y a la notion de rejet, et évidemment le rejet de l'eau, c'est lié à la charge biologique qu'il va y avoir, et cette charge biologique, c'est quelque chose qui demandera un traitement et qui, comme ça a été dit pour les produits animaux, n'est pas forcément compté quand on fait le calcul de l'impact que la transformation peut avoir sur l'eau. Les gaz à effet de serre, pour aller très vite, vous avez là aussi un certain nombre de publications. Quand on prend le food processing en direct et en indirect, on est à 40% de la quantité qui est produite et qui impacte le dispositif. Ça se répartit. C'est une figure, si on le fait dans différentes localisations géographiques, dans différentes situations, on va trouver évidemment des ratios qui vont bouger un peu, et sur les grandes masses, ça reste à peu près la même chose. L'impact fort des gaz à effet de serre de la transformation des aliments, c'est la conservation, ce que j'ai entouré, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la chaîne du froid, et le besoin de conserver les produits. Tant qu'on n'a pas fait bouger correctement tous les gaz utilisés pour la chaîne du froid et la nature de leur impact, ben, on est forcément sur des impacts importants. Sur cette dimension-là, ça a été réduit puisque on a augmenté que de 6% en augmentant une production de 12%, alors que sur l'énergie, je vous ai dit que c'était pas dans le même ratio. Donc c'est quelque chose qui est en voie de maîtrise et qui reste extrêmement important. Donc, quelques chiffres, encore une fois, à manier avec précaution parce que beaucoup de diversité dans la réalité derrière ces chiffres. Et deuxièmement, il n'y a pas de vision unique. Alors, quelles sont les solutions? Donc, j'ai essayé de mettre sur ce schéma de façon très simplifiée les différentes étapes qui permettent de traiter les solutions. Donc, ce que je vais détailler, c'est le grand rectangle bleu avec les rectangles à l'intérieur. En fait, il y a des solutions à toutes les échelles, à l'échelle du produit jusqu'à l'échelle que j'ai appelée EcoPark, que je vais définir tout à l'heure. On a toujours besoin d'énergie, d'eau, de produits intermédiaires et de matières premières. On fait un produit fini, il y a sa logistique, et derrière, il y a toute la notion de coproduits, d'effluents et autres. Alors, à l'échelle du produit, c'est pas là où il y a le plus d'études, parce que les produits restent malgré tout à peu près constants. Ce qui change beaucoup, c'est la provenance agricole et la diversité des provenances agricoles sur les produits, avec des recherches bio, autres, etc. À l'échelle des opérations unitaires, beaucoup de travaux sur la substitution d'un vecteur énergétique par un autre, sachant que tout ce que j'ai dit sur énergie, gaz à effet de serre va dépendre aussi de la nature et de l'énergie qui est utilisée. Hein. Si on prend du gaz, de l'électricité, du fuel, on n'a pas les mêmes conséquences en termes d'impact. Beaucoup de combinaisons d'opérations unitaires pour améliorer. Je vais donner 2-3 exemples dans la suite. Beaucoup d'opérations d'extraction et de séparation qui vont être positionnées en intermédiaire, en général en début de chaîne, au niveau industriel, de façon à éliminer, séparer un certain nombre de fractions du produit, retraiter les différentes fractions, le faire le mieux possible, et dans ces technologies d'extraction et de séparation, beaucoup de substitutions énergétiques, et qui vont éviter, par exemple, d'utiliser une énergie de type thermique par une énergie de type électrique, et avoir un impact qui est moindre. Beaucoup d'approches sur le recyclage, je vais l'illustrer. Un meilleur contrôle, et ça, en fait, on pourrait prendre les études d'aujourd'hui et les regarder. On a pratiquement les mêmes questions qui sont posées en recherche et en ingénierie par rapport à il y a 25 ans. Une des grandes différences, c'est que les capteurs et les ordinateurs qu'on va utiliser pour le contrôle
sont de meilleure qualité, plus fiables. Et donc on revoit un certain nombre d'études qui ont eu lieu, qui se refont à l'échelle industrielle et qui utilisent essentiellement des technologies nouvelles. Alors, si on rentre un peu dans le détail, le premier grand élément, c'est on joue sur la thermodynamique. Pour jouer sur la thermodynamique, on va essayer d'enlever tous les changements d'état. Quand vous faites du séchage, dans la plupart des vecteurs utilisés pour faire séchage, on va passer de l'eau liquide à l'eau vapeur. Ça consomme de l'énergie. Ça fait une vingtaine d'années qu'à Purdue, chez Martin Ockos, il regarde systématiquement toutes les opérations unitaires des industries alimentaires, toutes celles qui ont un changement d'état, et il essaye de les substituer par d'autres opérations. Dans les grandes familles sucrières, laitières, etc., industrielles, l'intérêt, c'est simplement on gagne une chaleur latente qui est énorme en énergie et on la remplace par une chaleur sensible qui est beaucoup plus faible ou par un autre mode de travail. C'est ça qui fait travailler sous vide ou en pression, et donc on change simplement un peu la thermo de l'ensemble et on joue sur cet aspect-là. Ça ne marche pas quand le problème est un problème de niveau de température atteint. Par exemple, pour transformer certaines protéines, il faut un niveau de température, et si on ne l'atteint pas, on n'a pas la digestibilité. Les chaînes du froid, le contrôle, j'en ai parlé. Alors, pour l'illustrer, évaporation, multiples effets en laiterie, on va rajouter de la thermocompression. Dans d'autres cas, on va rajouter des pompes à chaleur. Dans d'autres cas, on va faire de la compression mécanique de vapeur. C'est-à-dire qu'on va ajouter, ça existe depuis longtemps, il y a au moins 30 ans qu'il y a des études de ce type-là, qu'il y a des usines installées. Ce qui change simplement aujourd'hui, c'est que des technologies sont plus fiables, plus rapides, plus faciles à utiliser, mais et peut-être un peu plus facile à en faire l'ingénierie d'ensemble à l'échelle d'une usine. En tout cas, on est capable d'améliorer les technologies, donc soit on les substitue complètement, soit on les améliore avec un certain nombre de composants. Moi, j'aime bien cet exemple parce que j'ai une petite responsabilité là-dedans. Mais quand on utilise de la vapeur d'eau surchauffée à la place de l'air, vous voyez qu'on gagne de l'énergie, on gagne du temps, on fait le même produit, c'est du pain dans les deux cas. Et l'autre élément, c'est que, étant vapeur d'eau surchauffée, on va condenser, on va récupérer l'eau, et on évite d'avoir des rejets dans l'atmosphère, et on peut réutiliser l'eau en question sous réserve d'être capable de la séparer. L'autre grande direction, alors j'ai mis volontairement deux exemples de technologies, je mets des guillemets, anciennes, parce que celle-là, je crois que c'est marqué 1500 et quelques, la source. L'une des grandes questions des technologies alimentaires, c'est la conservation et la préservation par rapport à toutes les questions biologiques. Et donc là, vous avez un exemple où salé fermenté, on va conserver un produit type poisson. Ici, c'est un autre exemple où, par le boucané, on va conserver en milieu tropical, donc chaud, humide, de la viande sans chaîne du froid. C'est simplement du traitement de salage, du séchage et un fumage qui va amener un certain nombre de propriétés bactériennes aussi. Donc, c'est des technologies qui existent. Il y a eu un certain nombre d'études pour substituer ça. Donc je l'ai juste résumé ici pour montrer que parfois on résout le problème et on déplace aussi la question. À la place du séchage, qui est quand même l'opération qui consomme le plus d'énergie et qui a le plus d'impact en termes de rejet dans les industries alimentaires, vous pouvez faire de la déshydratation osmotique ou par mécanisme direct de transfert de matière. Vous enlevez une bonne partie de l'eau en remplaçant par un peu de sel, un peu de sucre. Vous favorisez la conservation. Vous finissez par un séchage air chaud, mais à petites conditions, durant pas longtemps et utilisant peu d'énergie. Donc globalement, vous avez un procédé qui va plus vite, parce qu'on gagne presque 2 jours sur ce procédé-là, qui consomme beaucoup moins d'énergie, qui a pas ou peu d'impact, et qui va marcher sur la plupart des végétaux et sur certains produits animaux comme le boucané. Donc ça marche bien, c'est efficace. Il y a des technologies dites traditionnelles qui utilisent ce type de vecteur. Au passage, on décale quand même le problème parce que on utilise un milieu liquide, que le milieu liquide, à un moment, il faudra le traiter. Et donc, on déplace la question du traitement de l'énergie et du temps éventuel sur un autre produit. En tout cas,
Il y a plein de voies qui sont possibles par des vecteurs de ce type-là. L'autre voie importante, donc j'ai remis ici la construction de l'aliment, et puis sur la gauche, c'est ce qui se passe dans le système humain. Et puis en bas, vous avez production agricole, le process, la distribution, le mangeur, et puis les effets physiologiques. En remettant en gros la partie processing, qui mange sur deux des aspects, ça amène la question, on peut relocaliser une partie de la transformation aujourd'hui. Technologiquement, on peut le faire. Je vous rappelle qu'au début du XXe siècle, c'est comme ça que dans l'industrie laitière, on a commencé à faire l'industrie alimentaire en amenant le traitement du lait avec centrifugation et quelques opérations de ce type-là pour transporter moins d'eau et avoir déjà de la transformation à une échelle pré-industrielle. Donc aujourd'hui, les technologies permettent de ramener le plus près possible de la production agricole la transformation. Mais à l'inverse, on peut aussi arrêter un certain nombre de transformations à une étape intermédiaire et faire qu'elles se continuent dans le produit emballé. Et il y a de plus en plus de produits qui arrivent comme ça. Et de même qu'une partie de la transformation se fasse au moment où on va utiliser le produit. Donc à ce moment-là, on a des consommations énergétiques moindres, on a une meilleure maîtrise d'un certain nombre des rejets, des impacts, et on répartit un peu mieux le traitement technologique du produit. Donc là, il y a une voie sur la manière dont on va positionner la transformation. L'autre élément, alors je vais sauter tout de suite à cette diapo-là, c'est que quand vous prenez la ressource et la transformation des aliments, en fait, tout fonctionne aujourd'hui sur le triangle qui va du grand cercle vert, qui dit à peu près la surface produite en comparaison des autres cercles verts. On fait des ingrédients et des additifs, on réassemble tout ça pour faire des produits élaborés, ou bien on va directement de la ressource vers des produits élaborés. Encore une fois, les produits élaborés voulant dire qu'on les a rendus aptes à une conservation de long terme, à une consommation retardée, qu'on a créé des propriétés nutritionnelles de digestibilité et autres, qu'on a éventuellement vectorisé des molécules qui ne l'étaient pas. Voilà, donc c'est toutes ces fonctions-là qui sont dans le vocabulaire. Le fait de faire de l'extraction et de la séparation pour faire des aliments intermédiaires ou des ingrédients, qui a été beaucoup utilisé pour stabiliser la production industrielle, ça donne aussi des fractions qui sont utilisables dans d'autres dimensions. Donc je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur l'animal. Quand on fait les calculs, on raisonne sur quel est l'impact de la transformation, mais en réalité, une partie des coproduits aujourd'hui est valorisée, et dans sa valorisation, elle se substitue notamment à une part du carbone fossile qui est utilisé pour faire du textile, pour faire des éléments liés au bâtiment, pour revenir sur la production agricole avec de l'amendement organique de sol, etc. Donc il y a beaucoup de complexité dans cet ensemble qu'il faut avoir, et très probablement, moi je suis convaincu qu'une partie de la durabilité de ce qu'on met dans la notion de transformation alimentaire, elle est ailleurs que le secteur alimentaire, indépendamment de l'économie pour lequel on pourrait discuter, puisqu'il y a quelques chaînes de valeur qui n'existent aujourd'hui pour l'aliment que parce qu'on valorise les coproduits et que c'est eux qui amènent une valeur ajoutée significative. Alors là, j'avais mis des exemples, je vais sauter. Il y a une autre échelle qui était sur la diapo tout à l'heure, c'est celle de ce qu'on appelle l'éco-parc. Alors là, j'ai pris l'exemple du plus vieux, je pense, en tout cas le plus référencé, Kalundborg, je sais pas comment on dit le nom, qui est au Danemark, qui a beaucoup évolué. Qu'est-ce que c'est l'idée de l'éco-parc? Alors, sur un même lieu, quelques usines qui vont partager des ressources, régénérer des ressources et se les distribuer. Donc en termes d'impact, les ressources en question, on en a pas mal qui sont référencées sur le partage de traitement d'eau. Donc arrivée d'eau, sortie des différentes usines, on va traiter l'eau et on va la réinjecter dans les dispositifs. C'est-à-dire qu'on va vers le recyclage et le fonctionnement en circuit fermé le plus possible, indépendamment de l'économie d'échelle qui peut exister, c'est-à-dire qu'on ne traite pas l'eau en question au niveau de chacune des usines, on peut avoir des vrais fonctionnements de recyclage. Donc c'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour le gaz carbonique, c'est vrai pour l'énergie, et il y a quelques exemples de ce type-là, et il y a beaucoup de travaux qui commencent à raisonner non plus l'échelle d'une usine toute seule, mais de l'interconnexion de plusieurs dispositifs, et qu'à ce moment-là, c'est dans cette interconnexion que ça existe. Parenthèse, j'ai mis usine,
si vous mettez dispositif agricole à la place de l'usine, vous retombez exactement sur la même notion. Hein, la notion d'écoparc, elle peut très bien être entre une production agricole, animale ou végétale, une ou des usines, et le fait que tout ça fonctionne en circuit fermé avec recyclage d'un dispositif à un autre, de manière à éviter d'une part tous les rejets, et d'autre part avoir une économie globale qui est intéressante en termes d'eau, de gaz à effet de serre ou bien d'énergie. Alors tout ça, ça demande, quand on se met à raisonner un peu, d'être capable de faire vraiment de l'ingénierie. Alors est-ce qu'on sait faire de l'ingénierie? Oui, il y a des exemples et on peut montrer qu'on sait calculer à l'échelle d'une opération unitaire ce type d'amélioration à l'échelle d'une usine, et il commence à y avoir des travaux sur l'échelle que j'ai appelée écoparc. Néanmoins, il y a quand même quelques éléments qui sont manquants. Hein. Les bases de données sont pas consolidées, pas toujours très fiables. On fait beaucoup d'interpolation ou d'extrapolation dans les bases de données en question pour faire les calculs. On n'a pas tous les modèles nécessaires. On n'est pas si clair que ça sur comment on mesure les impacts. Ça n'a pas été dit jusqu'à présent. Mais moi, j'ai en tête une bonne vingtaine de publications qui font des propositions d'indicateurs d'impact différents. Des publications en proposent 250. La dernière que j'ai lue, que j'ai trouvée intéressante, elle en propose 7. Voilà, qui a raison et à quel niveau on va se positionner. En tout cas, quand on fait ce type d'études et qu'on veut utiliser tous les outils d'ingénierie moderne basés sur des modèles un peu d'optimisation, on est très vite confronté à cette difficulté-là. L'autre élément, je le disais à Jean-Marc Touzard tout à l'heure, c'est que quand on regarde l'optimisation à cette échelle-là, finalement, on optimise toujours un ou des indicateurs, mais on ne cherche jamais quel est le meilleur compromis en termes de résilience, parce qu'il y a des choses qui vont changer, notamment la ressource agricole aujourd'hui, elle est susceptible de variabilité, mais personne ne raisonne comment est-ce que le dispositif qu'on conçoit ou le calcul, comment ce dispositif va s'adapter à la variabilité de la ressource en question, aux non-constantes de ses propriétés initiales, etc. Voilà. Donc on est face à quoi? On est face à plus de diversité de la ressource agricole, et toutes les méthodes, que ce soit à l'échelle industrielle ou à l'échelle domestique, sont en train d'essayer de s'adapter à un nouveau paradigme qui est cette variabilité. En même temps, ça amène des opportunités parce qu'on peut raisonner tout de suite en essayant d'utiliser moins d'énergie, d'avoir des rejets en moindre quantité. On voit aussi que se reposent des questions à l'échelle du produit. Par exemple, chercher des produits moins purs au niveau d'un process d'extraction, de purification. On le voyait pas il y a 5 ans, aujourd'hui on le voit bien, et on cherche des compromis, on va aller moins loin dans la transformation en acceptant une variabilité du produit qui est obtenue. Le deuxième point de conclusion, c'est qu'on oublie que la biomasse d'origine agricole, c'est toujours une matière qu'on veut transformer, plus de l'eau, plus de l'énergie. Et en fait, si on se met à raisonner comme ça, on voit bien qu'il faut penser tout et qu'une partie consiste à fabriquer l'énergie dont on a besoin, à utiliser l'eau qui est inhérente au produit et aller vers une conception d'usine ou de transformation qui utilise vraiment toute la totalité de ce que fait la biomasse. Alors jusqu'à présent, on a raisonné en apportant de l'énergie, en apportant de l'eau exogène à la biomasse en question. On voit beaucoup de reconceptions, j'ai essayé de l'illustrer sur les questions de changement d'état, mais il faut démontrer que ça marche, et ces types de démonstrations se comptent plutôt en dizaines d'années qu'en mois. Le raisonnement sur le recyclage est un élément clé qui change beaucoup de dimensions de l'ingénierie, donc moi je crois beaucoup à cette dimension-là. Voilà, l'optimisation, j'en ai parlé, quelle que soit l'échelle à laquelle ça se passe, à condition de bien traiter les critères et de bien poser les bonnes questions. Et puis le dernier point, j'ai essayé de l'illustrer aussi, c'est que finalement, toutes ces questions d'impact, on les raisonne sur l'industrie alimentaire. Un, faut pas oublier que c'est très divers, je l'ai dit au début. Et deux, c'est aussi avec les coproduits du non alimentaire qui est traité, et il faut avoir un raisonnement qui est global. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'exemples où on raisonne globalement l'ensemble alimentaire et non alimentaire. Voilà. J'ai fini. Merci. Tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez lever ce paradoxe entre le fait que ça semblait les moins coûteux finalement
d'un point de vue gaz à effet de serre, et que c'est pourtant ceux qui apparemment demandent le plus de procédés de transformation. Il y a un élément, si on s'intéresse uniquement à la transformation, moi j'ai essayé de focaliser sur cette partie-là, et j'ai pas normé par des chiffres de la production agricole, par exemple. Et donc, les chiffres de la transformation sont écrasés par les chiffres de la transformation, de la production agricole, systématiquement. Voilà. Dans un travail de thèse, on s'est arraché la tête il n'y a pas très longtemps à savoir comment on allait prendre les chiffres. Parce que si vous prenez la production agricole dans toutes les études d'ACV, d'analyse d'impact, ce qui caractérise la transformation est dérisoire. Alors je caricature parce qu'encore une fois il y a de la diversité, il y a des cas où on peut le raisonner un peu autrement. Voilà. Après il y a une dimension d'assemblage et autres sur lesquelles je suis pas rentré. J'ai dit que c'était dans les opérations unitaires, mais je l'ai pas traité. Qui a une nature d'impact différente de celle de la transformation type séchage, extrusion, cuisson, qui ont comme finalité d'abord de rendre digestibles les céréales et autres produits, et qui finalement en termes d'énergie utilisée est pas considérable, parce qu'il suffit d'arriver autour de 57 degrés pour avoir coagulé les protéines et qu'elles commencent à être digestibles. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'amener une quantité d'énergie énorme. Quand on commence à faire des produits plus complexes, on a besoin d'amener un peu plus parce que on fait plusieurs fonctions en même temps. Par rapport au premier exposé, quels sont les pays dans le monde qui ont le plus d'émissions de gaz à effet de serre à partir de leur élevage? Je veux dire par là, certains pays dans le monde ont des très gros troupeaux, mais qui sont en même temps assez peu productifs, voire très peu productifs. Donc, est-ce qu'on peut, dans le monde, dire ces pays-là impactent fortement les contributions de gaz à effet de serre par leur élevage, vu la taille de leur troupeau et vu le type d'élevage, sans prendre en compte bien évidemment les aspects culturels et sociaux. Deuxième question, les élevages à l'herbe, qui ont certains avantages, risquent dans l'avenir d'être impactés par le changement climatique, en particulier si les étés sont secs. Est-ce qu'on a trouvé des stratégies qui peuvent être mises en place par les éleveurs, donc dans les élevages avec pâturage, pour faire face aux sécheresses d'été? Je veux dire par là, éviter d'acheter des aliments du bétail en trop grande quantité. Merci. Pas facile de répondre à la première question. Enfin, le pays le plus émetteur, parce que celui qui a le plus gros troupeau, c'est les USA. Après, mais ceci dit, même les USA, il n'y a pas, enfin, si on place les USA, par exemple, juste une anecdote, si on replace les USA, le continent nord-américain, donc avec le Canada, par rapport au XVe siècle, avec la population de bisons de l'époque, il y avait autant d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du continent du fait de la population de bisons que du fait de l'élevage aujourd'hui. Bon, je ferme la parenthèse, c'est une anecdote. Donc c'est quand même le pays le plus fort émetteur. Après, les pays les moins efficients en termes d'émissions, c'est les pays, c'est les bovins d'Afrique évidemment, puisqu'ils mangent vraiment des fourrages très très pauvres et ils produisent. Alors là aussi, il faut se méfier, c'est qu'on ramène ça, et en particulier dans le rapport de la FAO 2006, ils ramènent ça au litre de lait. On oublie juste que dans ces pays-là, les animaux ne sont pas faits pour produire du lait, c'est le capital et c'est la force de travail. Hein, donc voilà. Donc, ensuite, en Europe, je vous ai montré l'exemple de la Lituanie, pays où il y a eu peu d'amélioration, où effectivement les émissions par unité produite sont très élevées. Mais c'est tout petit troupeau, donc c'est toute petite émission à l'échelle de l'Europe. La France est importante en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On a le plus gros troupeau bovin d'Europe, donc voilà. 19 millions et quelques de têtes, voilà, ça fait des gaz à effet de serre. Donc pour nous, c'est important de réduire nos émissions, d'autant plus qu'on a quand même eu un shift avec les quotas laitiers de beaucoup moins de vaches laitières et plus de vaches allaitantes, qui sont quand même les troupeaux les moins efficients sur le critère gaz à effet de serre. Ils sont efficients sur l'utilisation de l'espace, sur d'autres choses.
La deuxième question, bah, c'est en cours. Hein. Il y a des travaux, notamment à l'INRA, sur le domaine de Lusignan, qui travaillent effectivement là-dessus. Et puis il y a des travaux là-dessus au sens des systèmes fourragers alternatifs pour passer des périodes difficiles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que globalement en France, les scénarios montrent que c'est quand même vraiment le sud-ouest qui va être très très impacté, sur lequel il faut vraiment. La question, c'est vraiment demain, c'est quelle stratégie d'élevage en France et donc où on répartit l'élevage face à ce scénario climatique. Parce qu'après, dans d'autres régions, type le Grand Ouest, type le Massif central, bon, il y aura des épisodes très pluvieux, il y aura des épisodes très secs, donc il y aura des périodes de crise sûrement à gérer. Mais par exemple, le pâturage, on va en faire beaucoup plus l'hiver et beaucoup moins en été. Donc les situations difficiles vont peut-être être des situations estivales. L'herbe va pousser en période hivernale, et on le voit déjà aujourd'hui. Hein, je veux dire, en Bretagne, on peut très bien laisser. Il y a de l'herbe qui pousse toute l'année maintenant. Hein. Quand au début j'étais chercheur en Bretagne, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, on suit la croissance d'herbe dans les prairies, ça pousse au 25 décembre et ça pousse le 10 janvier. Hein. Sauf année exceptionnelle de grand gel, ce qui est très rare. On n'a pas eu de 86. Donc voilà, on va déplacer les calendriers. Et plus on monte vers le nord de l'Europe, plus le réchauffement climatique peut avoir des effets intéressants sur les calendriers fourragers. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est déjà des systèmes qui sont très naïfs, hein, du fait, voilà, pour des raisons déjà climatiques. Donc c'est de l'alimentation, c'est beaucoup moins d'animaux, peut-être de l'alimentation avec beaucoup plus d'agroforesterie, des légumineuses arbustives, des choses comme ça. C'est ce qu'on étudie à Lusignan. Hein. Quelque part, Lusignan, ça préfigure un peu des régions sèches, mais ça veut dire qu'il y aura quand même beaucoup moins d'élevage dans ces régions, sauf à tout importer, enfin, à refaire de l'élevage type méthode Israël. Hein. Voilà, mais on peut faire de l'élevage ailleurs en France, donc après ça va être de nouveaux équilibres économiques à trouver. Et comment on assure ces périodes de transition? Bon, on a quand même pour 20 à 30 ans avant d'arriver à ça, donc il faut y réfléchir maintenant. Moi, c'était une question pour Gilles par rapport au modèle d'éco-parc qui a l'air vraiment intéressant que tu présentais. Mon impression, quand j'ouvre les journaux, que j'écoute la radio, c'est que c'est pas du tout des solutions comme ça qui sont mises en avant par les médias. On n'arrête pas d'entendre parler de circuits courts et transformation à la ferme. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est pas en train d'aller dans l'autre sens? On en a pour l'après-midi. Parce que si tu me lances sur les circuits courts, d'abord, moi, je crois fondamentalement à ce que l'une des directions pertinentes, elle va être composée de plein de solutions et pas d'une solution. Parce que la localisation géographique, si on est en paysage de montagne, ça a été dit pour la production animale aussi, hein, en paysage de plaine, si on est en périurbain, on va pas avoir exactement les mêmes types de contraintes, on va pas avoir les mêmes opportunités. Si on regarde dans l'histoire, les ports ont été déjà des systèmes bien pensés où différentes ressources, transformations pouvaient se combiner. Et puis le dernier élément qui conditionne tout ça, c'est le comportement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que les sous-communautés de comportement de consommateurs, d'acheteurs, de mangeurs, comment ils vont s'organiser. Ce qu'on voit aujourd'hui se mettre en place avec un certain nombre de circuits courts, dans les systèmes alimentaires, des associations de consommateurs qui s'auto-organisent, jusqu'au dernier site, je ne sais plus comment il s'appelle, les mangeurs ensemble, voilà, où on fabrique soi-même ses produits via Internet. Bon. Donc il y a une grande diversité de situations. Ce qui est sûr, c'est que si on prend le critère impact, on a intérêt à ce que la transformation soit proche de la production pour au moins une part de la transformation. Voilà, ça c'est sûr. Si on raisonne après diversité, on a intérêt à ce qu'une autre partie de la transformation soit au plus près du consommateur, parce que c'est là qu'on va gérer la diversité. Donc il y a une tension qui existe entre les deux, et je ne crois pas qu'il y ait une réponse à cette tension, enfin une réponse unique à cette tension. Voilà. Et puis après, c'est pas la même chose si on parle d'animal et si on parle de ressources végétales.
Donc moi je crois à la diversité, à la cohabitation de tout ça. Ce qui serait très compliqué aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qui fait que localement il y a une situation dans laquelle on doit favoriser tel ou tel dispositif parce que il y a des caractéristiques qui sont meilleures qu'à un autre endroit et qu'il faut pousser plutôt en proximité. Voilà. Si on regarde à l'échelle du monde, les très grandes exploitations agricoles connectent la transformation à l'exploitation à de très grandes échelles. On n'imagine même pas, nous. En production animale, on peut avoir 20, 40, 50 000 vaches qui vont être en production laitière et mettre l'usine au cœur de ce système. Et à ce moment-là, si tu le raisonnes énergétiquement, si tu le raisonnes en circulation, recyclage, c'est hyper efficient comme système. Voilà. Alors que si on dit qu'il faut une ferme déjà de 1000 vaches, ça manifeste en France. Donc voilà. Mais on peut pas les comparer, on peut pas raisonner l'un en disant on va faire ce que les Chinois ou les Argentins vont être capables de faire au milieu d'un des territoires français. Voilà. Donc c'est un vrai grand challenge pour nous, c'est quels sont les outils et les mécanismes de raisonnement qu'on est capable de mettre sur la table pour dire, dans une situation donnée, sur un de nos territoires, la bonne solution c'est celle-là, ou les bonnes solutions et comment est-ce qu'elles vont cohabiter. Voilà. Et je ne crois pas qu'une solution sera un dispositif unique. En parlant d'éco-parc, ça veut bien dire qu'il faut raisonner la manière dont les dispositifs se connectent les uns avec les autres. Voilà. Et jusqu'au consommateur. Ce qui n'est pas fait dans les éco-parcs industriels classiques, puisque la notion d'usage du produit, elle a un côté particulier sur l'aliment, avec le mangeur et puis tout ce que tu as expliqué après sur l'impact nutritionnel, biodisponibilité, etc. Bonjour. Juste un commentaire en plus de l'éco-parc. Enfin, c'est un recyclage maximal, hein, donc on rentre vraiment dans les concepts de bioéconomie et on peut y mettre les consommateurs derrière. Enfin, je vais juste citer un exemple qui vient de Bretagne, qui est la coopérative Copern, qui aujourd'hui récupère en grande partie, donc Production Core, hein, récupère les lisiers de ses adhérents, fait des séparations de phases, récupère la phase liquide, l'épure, et ça fait de l'eau pour nettoyer des choses, des cours, des choses comme ça, récupère la chaleur de l'abattoir, déshydrate une partie des lisiers pour en faire de l'engrais azote phosphore qui est exporté dans une cinquantaine de pays dans le monde, et chauffe la ville de Lamballe. Enfin 60% des habitants de Lamballe sont chauffés par les lisiers de la Copern. Et puis derrière, il y a un recyclage interne dans les usines entre l'abattoir, la charcuterie. Enfin, voilà. Donc c'est de l'éco-parc élargi à un élevage en amont. C'est de la bioéconomie régionalisée, quoi. Alors là, fait par une coopérative, mais c'est une des voies à explorer. Il y en a d'autres, les circuits courts, les machins, les fermes de 40 000 vaches en Chine, il n'y en aura pas en France. Oui, bonjour. Pardon. Je voulais savoir si vous aviez... Il me semble qu'en France, l'alimentation des vaches à viande, elle est principalement issue des prairies et des céréales, alors que pour les vaches à lait, c'est beaucoup plus... Il y a une part plus importante de soja, notamment importée. Je voulais savoir si c'était vrai. Et si c'est le cas, en termes de levier d'action, quels sont les principaux à actionner selon vous en termes d'efficacité dans les prochaines années? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur les politiques publiques pour agir sur les systèmes qui ne sont pas gagnant-gagnant, qui impliquent un coût? Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur les systèmes win-win pour diffuser l'information et les technologies et les déployer? Ou est-ce qu'il vaut mieux travailler sur le secteur privé, par exemple, et sur les systèmes, par exemple, sur les entreprises qui font l'importation de tourteaux de soja, qui impliquent la déforestation, etc., etc. C'est un peu comme tout à l'heure la réponse. Il n'y a pas une voie unique. Hein. Les solutions win-win, c'est bien parce qu'on les connaît. Il n'y a qu'à les mettre en place quasiment. Enfin, il y a des adaptations à faire dans les fermes, mais en général, si un éleveur il a choisi un système et un mode d'utilisation de son système, il a de bonnes raisons derrière. Il a aussi de bonnes raisons de ne pas changer parfois. Hein. Voilà. Donc les solutions win-win, c'est un point. Les importations de protéines. Alors effectivement, en France, les bovins viande sont quand même beaucoup nourris avec des prairies, mais quand même, on voit l'augmentation importante de la consommation de concentrés dans ces troupeaux pour des raisons de simplicité en fait, pour le travail des éleveurs. Du coup, les prairies sont sous-exploitées, et donc là, il y a un réapprentissage quelque part à faire parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, enfin, même économiquement, on regarde des statistiques au niveau français, la consommation de concentrés par les vaches allaitantes, qui sont typiquement des vaches qui
pourrait s'en passer quasiment totalement, ne fait que s'accroître d'une année à l'autre. Donc là, il y a des choses à rechanger. Importation du soja, on a beaucoup moins d'utilisation de soja actuellement en France que par le passé, notamment en élevage laitier, tout simplement parce qu'il y a le colza qui s'est développé avec le bioéthanol, et donc il y a 2 millions de tonnes de colza qui sont rentrées sur le marché et que personne n'en a jamais rien vu parce que c'est tout de suite passé en alimentation des animaux, porc et lait. Aujourd'hui, on peut faire du porc. Enfin, le soja était très élevé, le prix du soja était très élevé il y a 2 ans, il n'y avait plus 1 gramme de soja distribué dans les aliments porcs. Donc voilà, techniquement, il n'y a pas de problème. On remet du soja quand il est pas cher, point. C'est tout, quoi. On peut faire autrement, sauf en volaille. Volaille, il y a besoin de soja parce que, en termes d'équilibre en acides aminés, on n'arrive pas à compléter complètement avec des acides aminés de synthèse, alors qu'on peut le faire en porc plus facilement. Donc voilà, donc on peut réduire les quantités de soja importées sans trop de soucis. Bon, après, la déforestation, elle a beaucoup de raisons. On y fait du soja, mais les gens déforestent pour gagner de l'argent d'abord, et ils ne feraient pas du soja, ils feraient autre chose à la place, quoi. Donc voilà, il y a plusieurs solutions de toute façon pour réduire ces impacts-là, mais je pense quand même la première étape, c'est quand même le win-win, parce que ça, c'est réduire sa consommation d'énergie en élevage, ça ne peut être que gagnant pour tout le monde. Enfin, là, il n'y a pas de problème. Chasser des mauvaises habitudes qui sont en train de se prendre. Bon, je vous ai donné l'exemple du concentré pour les vaches laitières. Et puis surtout, c'est au niveau des politiques publiques, ce qu'il faudrait faire, c'est inciter à aller vers les bonnes pratiques. Par exemple, en instituant, à réfléchir, mais comment rémunérer quelque part les services rendus par l'élevage à la société. Et les services rendus par l'élevage à la société, c'est de l'élevage à l'herbe, beaucoup. Enfin, il y a les emplois, mais en termes d'environnement, c'est l'élevage à l'herbe, alors que naturellement, les éleveurs ont plutôt tendance à réduire leur surface en prairie pour des raisons de praticité, d'agrandissement de taille de troupeau, d'accessibilité des surfaces pour aller faire pâturer les animaux. Donc là, il y a un mouvement, et en fait, il y a un projet européen sur les prairies permanentes dont le col est ouvert et il va y avoir un projet qui sera accepté dans 1 an. Bon, moi, je conduis un consortium pour répondre à ce projet-là, et dans les idées du consortium, il y a cette idée-là, c'est comment freiner ce retournement des prairies par des outils de politique publique bien adaptés. Bonjour, je voulais savoir si vous aviez entendu parler du scénario After fait par Solagro sur l'usage des terres et l'agriculture en 2050. Oui ou non? En fait, ouais. Oui, voilà. Pour préciser, c'est juste un scénario prospectif qui fixe une forte contrainte carbone sur nos ambitions pour réduire nos émissions, et notamment on voit qu'à l'issue de leurs idées, ils proposent une réduction drastique de la production bovine, notamment allaitante, où on perd 80% du cheptel, 50% pour le laitier, et on favorise l'élevage à l'herbe, plein de choses. Donc je vais avoir votre avis critique là-dessus, quels sont les points plutôt les limitants du projet, ou au contraire ceux qui sont intéressants d'un point de vue de l'élevage. Comme tout scénario, je veux dire, il est là pour éclairer la réflexion et pour l'avenir. Il dit pas ce qu'il faut faire, et réduire de 80% le troupeau allaitant en France, ça me paraît juste impossible pour des raisons économiques, pour des raisons de vie dans les territoires. Enfin, s'il y a beaucoup de territoires, s'il n'y a plus d'animaux à vache allaitante, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a que de la forêt. Ce que je vous disais tout à l'heure, si on met de la forêt dans le Massif central, on va assécher la Loire, quoi. Donc, ça veut dire que un scénario comme celui-ci n'a pas forcément pris tout en compte, mais c'était pas possible non plus. Donc, derrière ça, je pense qu'on a une réduction de la consommation de produits animaux. On a du mal à trouver des marchés à l'export, notamment dans les systèmes viande. Le lait, je pense qu'il y a une demande mondiale qui fait qu'on a des groupes industriels très puissants. Enfin voilà, on doit pouvoir exporter un peu plus, même si on consomme un peu moins en intra-Europe. Pour la viande, il y a vraiment à réfléchir, parce qu'on a du mal à trouver des marchés à l'export. À la limite, ceux qu'on a, notamment les veaux en Italie, c'est plutôt en train de se réduire. Et puis le marché
d'Afrique du Nord, on compte beaucoup dessus, mais ils se développent pas si vite que ça, et puis c'est très compliqué. Donc voilà. Donc c'est quel avenir pour la production de viande, notamment dans ces zones de montagne un peu difficiles où c'est quand même une ressource majeure. Et d'ailleurs, le Massif central s'est saisi de cette question-là, puisqu'ils viennent de faire un travail de prospective avec 5 scénarios, bon, on ne veut pas les décrire, mais d'évolution des systèmes depuis. On fait aussi dans le Massif central de la viande pour l'export, et voilà qu'est-ce que ça fait, où on fait de la viande entre guillemets très agroécologique, donc on transforme un peu la viande du Massif central en produits très haut de gamme, avec des marchés, alors de niche, mais de niche pas que local dans le village d'à côté, quoi. C'est une viande très typée. Et ben c'est des scénarios qui montrent qu'il y a des différentes voies possibles, et qu'en particulier le scénario agroécologique, c'est celui qui permet par exemple de maintenir le plus d'emplois dans l'ensemble de ce grand massif, quoi. Donc ça amène à réfléchir, voilà, sur les avenirs possibles. Et après, d'autres avenirs, c'est peut-être aussi des spécialisations un peu, enfin, des bassins qui travaillent en plus, enfin, qui font de l'éco-parc, mais c'est de l'éco-bassin en termes de production. On peut très bien imaginer que certaines zones du Massif central se spécialisent en élevage, par exemple, de génisses pour des troupeaux laitiers qui seraient situés ailleurs. On peut imaginer des choses, les évaluer, voir si c'est raisonnable économiquement, raisonnable d'un point de vue gestion de la santé animale, raisonnable d'un point de vue acceptabilité par la société en général, et puis voir si ça peut se mettre en pratique ou pas. C'est des solutions qui a priori sont intéressantes, au moins dans une phase de réflexion préalable. Merci.